Et dans cette deuxième partie de cette émission aujourd'hui, après donc la partie culture, nous allons parler de partie environnementale. Je vais recevoir sur ce plateau de Zodiac Télévision dans Plume d'Afrique un expert, moi je le respecte, un homme politique congolais, Kana Salvador, que nous allons découvrir après juste un petit geste de transition et nous nous retrouvons après. Alors, le grand secret, c'est quoi? Pour visualiser nos vidéos, juste un petit pouce, aimez, partagez, abonnez-vous, parce que le meilleur reste à venir. À bientôt. Et car l'Afrique est le trésor de l'humanité. Son histoire est sa richesse. Ses rois sont ses anges qui reviennent. Plume d'Afrique, votre émission pour revivre ce que l'on a oublié sur Zodiac TV. Voilà, comme je vous ai dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons recevoir un homme politique congolais. Il est aussi un acteur humanitaire et pourquoi pas un expert en environnement. Kana Salvador. Aujourd'hui, notre sujet est très très pertinent. Nous allons vous parler de l'impact de cette guerre sur la situation environnementale de la RDC, de l'Afrique en général. Et pourquoi pas, nous allons juste vous demander, comme de routine, de vous abonner massivement sur notre chaîne. Et si c'est la première fois de visualiser cette vidéo, vous allez juste les mains, pourquoi pas aussi la partager aux amis et connaissances, une façon pour nous de nous confier et vous confier aussi des grands programmes des Zodiac TV RDC. Moment de découvrir notre invité après cette transition qui est déjà sur le plateau. Monsieur Kana Salvador, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Arsène Nyamugabo. Merci beaucoup à la chaîne Zodiac TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes un homme politique congolais, un acteur d'ailleurs humanitaire et pourquoi pas un expert en environnement. Alors, nous avons besoin d'abord de vous découvrir en marge et pourquoi pas en long. Et qui vous êtes à part le nom et l'identité? Bon, je suis d'abord un acteur politique. Je suis membre de l'Union Sacrée. Donc, je suis le président interfédéral du Nord Kivu du parti politique Nouvel Arbre de l'Éternel. De notre autorité morale est Jean-Claude Batouli. Voilà, en dehors de ça, de la politique, je suis aussi expert en sauvegarde environnementale et sociale. Je travaille dans la plupart des cas pour le projet financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, je suis dans le projet PF-CIGEL. PF-CIGEL, donc, qui finance les activités de la construction du poste frontalier des Ruzizi premier au Sud Kivu. Voilà, je travaille dans beaucoup d'organisations. Je travaille avec le Fonds social de la République. Je travaille dans le cadre du projet PASSAG sur l'aéroport international de Goma. Je suis consultant en sauvegarde environnementale dans plusieurs sociétés ici dans la ville. Je travaille avec les sociétés de PDG Vani, je travaille avec Imedjibou, je travaille avec les miniers. Donc, Nazaka Mwanamboka. Merci beaucoup. D'accord. Et moi, Namboka, en général, président fédéral, c'est bien tout ça. Nous allons là vous parler nous allons un peu entrer dans votre domaine. Vous savez, nous ne sommes pas beaucoup plus experts en environnement, mais nous vivons dans un environnement. Alors, le climat de paix qui est aussi marginalisé, qui est dérangé à l'est de la RDC, donc au Nord Kivu, où se passe d'ailleurs cette émission par un instant. Vous, en tant qu'expert, que l'impact que cette guerre a sur surtout l'écologie et l'environnement politique, environnement civil, environnement social de la République démocratique du Congo en général et du Nord Kivu, pourquoi pas des Goma en particulier? Oui, vous savez, pour mieux comprendre ça, il faut d'abord comprendre l'environnement, comprendre la guerre, les effets de la guerre, pour mieux expliciter maintenant qu'est-ce que c'est là, quel est l'impact de cette guerre sur l'environnement. Alors, actuellement, tout le monde connaît très bien qu'il est dit, il est connu de tout le monde qu'aujourd'hui la RDC est appelée pays solution. C'est sur base de ses potentiels en sous-sol, non seulement en sous-sol, mais aussi de son bassin du Congo
qui est une réserve mondiale aujourd'hui qui protège l'humanité. Donc aujourd'hui, comprenez que le survie donc, de l'humanité dépend de la RDC, de ses forêts, de ses ressources. Et alors la guerre que nous mène le Rwanda à travers le M23 a des effets négatifs sur, sur cet environnement, sur l'écosystème que nous sommes censés protéger, que nous sommes censés garder pour nous et pour la génération future. Alors, comprenez avec moi que actuellement, avec les effets de la guerre, normalement, nous devrions tous prendre conscience que l'avenir de nos enfants, de nos petits-fils, dépend de ces forêts qu'on est en train de détruire avec les bombes, avec la déforestation, avec plusieurs activités anthropiques, non seulement la guerre. Mais là, nous parlons d'abord des effets de la guerre face à l'environnement. Et donc, je voulais d'abord vous montrer ça, comprendre quelle est la place de la RDC aujourd'hui au niveau mondial sur l'équilibre planétaire. Avec les effets du changement climatique qui s'observe actuellement, vous êtes en train de comprendre qu'aujourd'hui, nous subissons les effets du changement climatique qui se caractérisent ou qui se manifestent par les différents événements. Il y a des fois, il y a de cela 10 ans passés, cette ville n'était pas très chaude comme vous le constatez aujourd'hui. Mais il fait tellement chaud à Goma. Cette chaleur est due aux effets du changement climatique. Il y a d'autre part, si vous allez dans les zones culturelles, où on maîtrisait très bien le calendrier agricole, on savait à tel mois il doit pleuvoir, à tel mois il y aura le soleil. Donc, le calendrier agricole était respecté, mais actuellement, c'est perturbé. On ne sait plus quand est-ce qu'il va pleuvoir. Lorsqu'on entend la pluie, c'est le soleil. Lorsqu'on entend le soleil, c'est la pluie. Et quand il pleut, il y a des pluies diluviennes, il y a des inondations, il y a tout ce que vous voyez là. Donc, ce sont les effets du changement climatique, mais qui sont en train d'être accentués encore par les effets de la guerre. Voilà, parlons un peu des effets de la guerre. Aujourd'hui, il y a eu des bombardements à Mugunga, il y a aussi des maladies qui se multiplient. Est-ce que des bombes peuvent influencer la situation sanitaire d'un milieu? Oui, tout à fait, ça influence, bon, la guerre en soi influence la situation sanitaire d'une communauté ou bien Comment? d'un millier donné. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des gens qui étaient dans leur milieu naturel, qui se sont déplacés dans les camps de déplacés à Mugunga, dans la partie ouest de la ville de Goma, vers même la partie nord, vers la route numéro 2. Vous allez comprendre avec moi que ces gens qui vivaient aisément chez eux, qui avaient tout en permanence, un environnement sain, aujourd'hui se retrouvent dans une maisonnette de 1 mètre carré. Le papa, la maman, toute la famille est dans cette maison. Même la façon, l'air qu'il respire, dans ce cas-là, c'est pas propre, c'est pas approprié. Parce que l'air qu'ils émettent, l'oxygène, le CO2 là, et ce qu'ils ont émis, c'est les mêmes airs qu'ils sont en train de respirer. Ce qui est contre la bonne santé d'abord, mais aussi les conditions hygiéniques. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas de toilettes. Les toilettes, ils n'ont pas d'eau en permanence. Les normes voulaient que si du moins on manquait de l'eau, que quelqu'un consomme au moins 15 litres par personne, par jour. Mais regardez, combien de gens dans une maisonnette? Où est l'eau? Aujourd'hui, nous tous, nous savons très bien la situation qui se passe avec nos sociétés de distribution d'eau. Je ne voulais pas me mêler dans les affaires des sociétés commerciales. C'est quand même environnemental. Oui, donc, et comprenez que nous sommes les services qui devraient nous fournir de l'eau, sont en train de nous rendre les mauvais services. Et cela dégrade les conditions de vie de la communauté qui se trouve dans des camps de déplacés parce qu'ils n'ont pas d'eau. Tout cela peut provoquer les maladies hydriques, les maladies dites aux mains sales. Et donc, comprenez que la guerre a provoqué beaucoup de victimes. Voilà, nous sommes en train de parler des effets de la guerre à l'environnement. Parlons maintenant de l'écologie. Parlons de l'écologie. Je suis parmi de rares personnes qui habitent le quartier de la ville de Goma, touché par des bombes, donc Mugunga. Et est-ce que les experts ont pensé à tout ça? Des fumées qui sont en train de détruire notre couche
de zone. Aujourd'hui, est-ce on peut dire que Goma, à part que la guerre est là, est-ce qu'on peut dire que Goma a des répercussions dans le futur après cette guerre et pendant cette guerre, Tout sur à le plan fait, écologique? tout à fait, tout à fait. Parce que si vous regardez très bien, la partie où, est installée les armes lourdes de FARDC, où même est installé les camps de Les armes déplacés, d'appui. les armes d'appui, le camp des déplacés. Si vous regardez très bien avec la limite du parc, il y a une partie du parc qui était déjà envahie, or qui était censée être protégée. L'écosystème de cette partie-là, quel est l'essor de cette partie? Imaginez-vous, les arbres coupés, même les maisonnettes qui sont construites, c'est à base des arbres, alors qu'on est en train de lutter contre la déforestation. Imaginez-vous avec la vibration de ces armes, le bruit que provoquent ces armes. Il y a les animaux qui ne supportent pas ça. Or, il y a des espèces à protéger que nous devrions protéger ensemble parce que c'est le patrimoine mondial. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de tenir compte. Sur le plan environnemental, Ouais. à qui profite cette guerre, normalement? Bon, sur le plan environnemental, il n'y a personne qui en profite. Puisque l'environnement, ou bien si je pouvais dire, la richesse environnementale qu'a la RDC profite au monde entier, à l'Afrique tout entière, le bassin du Congo. La séquestration du carbone qui est produite par le bassin du Congo, c'est au bénéfice de la planète. Alors, dès que ces réserves est en menace, qui en perd? Ce n'est pas toute l'humanité. Donc, c'est tout le monde qui sont, nous tous qui sommes en train de perdre. Donc, il n'y a pas les gagnants dans cette guerre du point de vue environnemental. Tous nous perdons alors qu'on était censés tous protéger pour en bénéficier. Voilà. Nous sommes tous des perdants sur le plan environnemental. Personne n'en profite, cette guerre. Et une guerre qui ne dure pas son nom. Alors, aujourd'hui, comme nous a parlé l'expert, il y a deux familles qui ont quitté leur boîte de confort, laissez-moi dire tout comme ça, qui se retrouvent dans un petit village préfabriqué par des engins non protégés, et il y a aussi des toilettes non protégées, des conditions hygiéniques malmenées, et on ne sait pas comment nous pouvons vraiment apprécier cette situation. Une autre question que nous pouvons vous poser ici aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est conscient que la République démocratique du Congo, à part la guerre soi-disant politique, les gens qui pensent qu'il y aura balkanisation, bien sûr, les gens pensent que la guerre c'est pour balkaniser le pays, est-ce que ce n'est pas aussi une guerre environnementale? Est-ce que les gens ne veulent plus, parce que les gens pensent que le rebelle s'attaque tout simplement aux minerais, aux sites miniers, il y a aussi des villas, voilà, patati patata. Est-ce que cette guerre n'est pas venue déstabiliser les systèmes écologiques mondiaux dont le poumon est la RDC, si on peut y penser? Bon, certainement pas, parce que dire que c'est venu déstabiliser l'écosystème, c'est pas vraiment ça. Je dirais plutôt que les autorités ne prennent pas compte, ils ne sont pas conscients des effets de cette guerre sur le point environnemental. Certes, ils ont peur du renversement du pouvoir. Voilà ce qui, eux, les intéresse. Nous ne voulons pas perdre le pouvoir, nous voulons conserver. Et tout groupe armé qui viendra dans ce sens, il faut le radiquer, il faut faire face. Sinon, s'ils n'avaient pas la crainte du renversement du pouvoir, le premier attaqué serait les Codeco. Codeco fait beaucoup de morts. Je te dis, fait beaucoup de morts. Et de manière catastrophique, puisque cette guerre de M23. Mais alors, ils ne s'intéressent pas au pouvoir. Oui, voilà, parce qu'ils savent que les Codeco, ils ne s'intéressent pas au renversement du pouvoir, ils sont là pour piller le minerai, voilà. Ils ne s'inquiètent pas. Mais comme ils savent que le M23 ne veut pas seulement les minerais stratégiques de la RDC, mais plutôt le renversement du pouvoir. Voilà pourquoi ils sont focus sur le M23. Alors, mais dans leurs opérations, ils ne prennent pas compte des effets de la guerre à l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que dans l'environnement politique congolais, il y a la peur au ventre? Bon, je pense, je ne sais pas confirmer toutes ces hypothèses, puisque pour bien confirmer quelque chose, il faut avoir des éléments concrets. Et tu comprends très bien que je dois être réservé à dire certaines choses, parce que nous sommes
Nous sommes dans le plateau. Et voilà, je me réserve de dire certaines choses vu que je n'ai pas des éléments pour confirmer cette hypothèse. Ok. Certains dans les influenceurs, moi je l'appelle comme ça, Ouais. de la diaspora congolaise accusent le pouvoir de ne plus se soucier et de ne plus mettre tous les enjeux en marche pour que cette guerre finisse. Parce que moi je parle, nous gardons toujours le côté environnemental, parce que l'environnement c'est tout ce qui nous entoure. Ouais. Le dimanche, le 19, aux environs de 4 heures comme ça, heure de Kinshasa, il y a eu tentative de coup d'État. C'était un message fort. Et dans une vidéo qui circulait déjà, il y a quelqu'un qui prônait déjà le retour d'une république que nous avons enterrée depuis longtemps. Il prônait le retour d'un gouvernement dictatorial, parce que quand on parle des Zaïre, on comprend déjà le roi Mobutu à l'époque. Alors, vous, en tant qu'expert de l'environnement, est-ce que les moments étaient bien choisis? Est-ce qu'il faudrait aussi, pour mettre fin, parce qu'il parlait, Bande Konabi, Bakufina Est, c'était ça, donc le départ, le sujet d'appui. Est-ce que pour mettre fin à cette guerre, il faut un soulèvement populaire? Est-ce qu'il faudrait vraiment un coup d'État? Là, je dis, là, je vous pose une question comme un homme politique hein, et puis un expert en environnement. Parce que quand on parle d'un temps, d'un moment, il faut considérer aussi tout cela. Est-ce que c'était le moment? Voilà, pour faire les coups d'État, les moments, est-ce que c'était le moment? Je dirais oui, peut-être. Mais bien que personnellement, je n'ai pas encouragé les coups d'État. Je suis quelqu'un qui aime la paix, j'aime la voie pacifique, je n'aime pas la violence. La démocratie. J'aime trop la démocratie, mais tu sais, la démocratie, des fois aussi, nous la comprenons mal. Nous copions l'Europe pour définir notre démocratie, ce qui n'est pas logique. Nous devrions d'abord définir la démocratie selon nos mœurs, nos us et coutumes. Qu'est-ce que la démocratie en RDC? La démocratie en RDC devrait être ça bien défini, comme les Européens ont défini leur démocratie. Alors, pour nous, pour moi personnellement, quand on a évoqué la question du Zaïre, moi-même, d'ici, il y a une chose dont je suis fier, c'est d'être né lorsque ces pays étaient encore Zaïre. Ça, c'est une fierté que j'ai. Parce que quand les gens condamnent le fait maréchal, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabango, que j'honore comme le meilleur dirigeant de ces pays, paix à son âme. L'un des meilleurs Africains. L'un des meilleurs vraiment au niveau africain. Ces pays étaient respectés. Mais pas aujourd'hui, un Congolais vit comme un farceur, un aventurier. Dans toute chose, quand on voit un Congolais, on voit c'est un vaurien. C'est vraiment un vaurien. C'est vraiment quelqu'un qui pleurniche pour rien, qui ne peut rien vous produire. Mais à l'époque de Mobutu, tu comprends que quand on parlait d'un Zaïrois, le respect s'imposait. Alors, si les compatriotes qui sont venus faire les coups d'État ont trouvé que c'était important de faire le retour à l'authenticité comme le prenait Mobutu en 72, 73, comme ça, quand il prenait le retour à l'authenticité et le moboutisme, pour moi, c'était à saluer. Mais il devrait le faire de manière démocratique. De manière démocratique, puisque cette guerre a aussi longtemps duré. Ce n'est pas parce que la RDC de M. Félix Tshisekedi manque les moyens pour mettre fin à la guerre. Il nous a promis dans la campagne, tous on a entendu, que maintenant nous avons le matériel de guerre, nous avons des armes qui peuvent atteindre Kigali à partir de Goma. Je ne vais pas prendre l'aspect qu'il a parlé dans la moindre escarmouche, je ne vais pas vraiment évoquer ça, mais nous savons déjà que nous avons ce matériel de guerre. Pourquoi ne pas la faire? Pourquoi ne pas en finir une fois pour toutes? Mais comme j'aime tirer toujours les choses à la longue, voilà, là que nous sommes, il n'y a pas le leadership, il n'y a pas la décision, il n'y a pas une vision. Si je t'ai demandé, bon, là, ici c'est moi qui pose les questions. Si vous demandiez à quelqu'un de l'UDPS, ou bien parmi tous les ministres, quelle est la vision du chef de l'État? Tu prends 5 personnes, chacun te donnera sa réponse. Donc, différemment de l'autre. En conclusion, le chef se fait entourer par des gens qui n'ont pas compris sa vision. Lui-même, non. Si vous demandez au chef de l'État, quelle est votre vision? Il va vous parler. Vous voyez le Premier ministre, vous voyez le ministre du Plan. Vous prenez 5 ministres.
ce que le président de la République va te dire et ce qu'eux aussi vont te dire, c'est totalement différent. Voilà. Puisqu'il n'y a pas quand on a une vision est matérialisée par un programme. Un programme, il faut mettre un plan de projet et les activités. Non, on peut croire qu'il se concentre ces derniers temps sur l'installation du gouvernement et des institutions de la République. Ce n'est pas une chose à se concentrer sur. Aujourd'hui, j'ai appris la mort du président iranien. Il est mort le dimanche. Le lundi, on a dit que non, dans 50 jours, on doit organiser les élections. Dans 50 jours après la mort du président. De manière orthodoxe, ce sont des pays avancés qui ont une vision, qui ont un programme, qui ont des projets. Ils savent que non, dans autant d'années, l'Iran doit être une puissance nucléaire. Et ils travaillent sur ça. Je suis désolé de vous annoncer qu'on a parlé depuis longtemps, depuis 2010, que la RDC, Vision 2030, que la RDC sera un pays émergent. Mais je vous informe maintenant là qu'il n'y a même pas un plan pour l'émergence de ces pays. Voilà. Il n'y a pas un plan pour l'émergence de ces pays. Oui. Oui, ça, je comprends. C'est un expert qui parle. Oui. Là, vous allez alors nous dire quels sont vos plans de l'issue, comment faire pour stabiliser d'abord cette situation environnementale qui devient compliquée. Et quand moi je parle de la situation environnementale, je vois ce déplacement massif de population qui ne respectent pas des conditions humaines. Il y a ces enfants délaissés, ces enfants perdus dans la nature, livrés à eux-mêmes, livrés à des barbaries, l'insécurité grandissante dans la ville de Goma qui ne permet pas un bon environnement, parce qu'il y a des gens qui ne rêvent plus vivre à Goma. Goma, c'était une ville des rêves pour la plupart des Congolais, mais ça fait peur. Il y a aussi ces contrôles tactiques, cette situation environnementale, politique et économique qui reste menacée. Face à tout ça, vision de l'expert, quelle serait votre proposition afin de sortir, si pas, après cette guerre, prendre en conscience de l'émergence de ces pays? Vous savez, ce que j'aurais suggéré est que d'abord, nous devrions protéger l'homme. Mais comment protéger cet homme alors que nous sommes dans une situation de guerre? Tous les Congolais, tous, nous étions d'accord pour faire la guerre. Si on s'est décidé, tu sais, pour être libre, pour être indépendant, il y a certaines choses qu'on doit accepter. On doit se sacrifier. Nous savons que non, nous nous engageons dans la guerre. À un temps donné, on ne sait pas quand ça va finir. Nous allons souffrir. Mais en souffrant, nous sachons que nous défendons la bonne cause. Tu comprends? Donc, pour faire face à cette situation, il fallait d'abord que le pouvoir exécutif prenne conscience de la situation catastrophique que traverse la communauté. Après la prise de conscience, il devrait venir vers la communauté, s'excuser, dire qu'on est désolé. Mais maintenant, là, nous voulons être main dans la main. Nous voulons faire cette guerre pour en finir une fois pour toutes. Puisque si vous regardez le bastion de ces groupes armés, c'est dans nos réserves, c'est dans le parc, où ils sont en train d'abattre les espèces rares, les animaux, même la faune, la flore qui constitue la biotope pour les espèces protégées. Mais en menace, il y a que de ces animaux-là qui ne peuvent vivre qu'en RDC. Et une fois tué, une fois en menace, c'est que cette espèce est en voie de disparition. Donc, c'est disparu. Alors, nous devons comprendre d'abord ça. Et dès qu'on fait la guerre, on sait très bien que non, avec les moyens que nous avons. Donc, avant que vous puissiez continuer, donc, la première proposition, avant de prendre relance, il faudrait d'abord en finir avec la guerre. Il faut d'abord en finir avec la guerre. Okay. Dès que la guerre est finie, il faut faire retourner la population déplacée dans leur milieu naturel. La réinstallation. Après ça, il fallait des projets de résilience financés par les gouvernements congolais pour faire sortir les gens de la psychose de la guerre. Leur assurer la sécurité, que l'appareil sécuritaire soit bien assis. Qu'on comprenne que non, nous sommes vraiment protégés. Donner la confiance à la population vis-à-vis de son armée, vis-à-vis de l'appareil sécuritaire. Qu'on n'ait pas de l'inquiétude quand on se rencontre avec un policier, comment ça devient un problème. Or, ailleurs, nous voyageons. Quand tu es même perdu, les gens qui peuvent t'orienter, c'est la police, c'est la gendarmerie.
Mais ici, chez nous, si tu veux te faire anarquer, il faut aller voir le bureau de la police, ce qui n'est pas normal. Alors, nous devons finir avec la guerre. Nous devons réinstaller la communauté dans leur milieu naturel. Réorganiser aussi l'armée, peut-être. Après ça, parce que nous sommes déjà en pleine guerre, et nous saluons certaines améliorations que le président de la République est en train de réaliser dans l'armée. Tu sais, quand quelqu'un fait du bien, il faut l'applaudir. Parce que Tshisekedi ne va pas finir tout dans son mandat, mais il doit faire quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il va faire. Ce qui est bon, il faut encourager, il faut féliciter. Et ce qui n'a pas bien fait, il faut le dire tout OK. Ici, monsieur le président, vous n'avez pas bien fait. Je vous donne un exemple typique. Il a interrompu son voyage en Europe parce qu'il y a eu le massacre à Mugunga. Qui est ses conseillers? Qui a conseillé au président de la République de venir à Goma? Mais il s'est décidé de rester à Kinshasa. Une semaine plus tard, il est parti au Congo-Brazzaville pour une fête avec le président Sassou Nguesso. Mais s'il venait à Goma, imaginez-vous, Tshisekedi interrompre sa mission en Europe, il vient à Kinshasa, il descend à Goma avec l'ambassadeur de la Russie pour donner condoléances aux victimes qui ont perdu les leurs. Demain, il frappe sur les fronts. Qu'est-ce que ça allait susciter dans le cœur des Congolais? Qu'est-ce que ça allait faire dans le cœur de l'opinion internationale? On allait nous prendre pour des sérieux. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Donc, ils ne prennent pas conscience de la situation. Il faut que le président soit maintenant vigilant. Il faut que le président se réveille dans les sommets dans lesquels il se trouve et dire non, trop c'est trop. Nous devons redéfinir les choses. Nous devons faire la guerre. Nous devons mettre la population congolaise dans leurs droits. Ils doivent nous remettre la sécurité, c'est notre droit. Merci. Nous avons le droit d'être sécurisés par notre armée. Si je comprends bien, vous avez dit avant d'entamer toute chose, développement, environnement, oui, résolution politique, économique, il faudrait d'abord en finir avec cette guerre. Oui. Voilà. Pour terminer, vous allez regarder la caméra et vous allez vous poser une question que vous allez répondre vous-même. Face à la caméra, notre invité d'aujourd'hui, Kana Salvador. Oui, merci beaucoup. Si je peux me poser une question, je dirais, si j'étais le président de la République, qu'est-ce que j'allais faire? Okay. Premièrement, j'allais répatrier tous les généraux qui se trouvent dans cette province, les amener à Kinshasa. J'allais faire les tri. Tous les généraux, tous les officiers qui ont intégré l'armée par la voie des rébellions, les RCD, tous ces officiers d'origine rwandaise. Le mettre dans des prisons à Kinshasa et puis les rapatrier chez eux. Et faire maintenant la guerre. Définir la nouvelle politique de guerre. Donner le commandement aux nouveaux généraux. Donner le commandement de la guerre même à un colonel, à un capitaine. On a vu un jeune Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Ça ne demande pas trop de temps. C'est un panafricaniste. Qu'on ne nous mente pas que non, il faut 5 ans, Non. Le changement peut commencer même aujourd'hui. On peut bouleverser le système même maintenant. Il a fallu combien de mois pour que Ibrahim Traoré change le système? L'autre, Oligui Nguema, il lui a fallu combien de temps? Le capitaine du Mali, comment il s'appelle? Le président du Mali, Goïta, il a fait combien de temps? Ça n'a pas duré même 4 mois, 5 mois. La population avait déjà commencé à comprendre que non, il y a déjà un changement positif. Nous sommes au 2e mandat du président. Nous sommes au 5e mois du second mandat du président. 5 ans passés. OK, on accepte qu'il a été mis dans les roues dans les 2 premières années avec l'FCC. Il a dirigé 3 ans seul. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Alors, il faut que les choses changent. Il faut que la conscience des Congolais aussi change. Qu'on ne nous mente pas, que les présidents ne viennent pas nous mentir. Que le problème, c'est la Constitution. Que Mouyaya ne dise pas de n'importe quoi. Que le ministre de l'Intérieur ne nous mente pas. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes tous conscients que le pays va mal. Ce n'est pas parce que la Constitution est mauvaise. Ce n'est pas parce que Kabila bloque les choses, mais c'est parce que nous n'avons pas un leadership agissant. Il faut que les choses changent parce que est-ce que pour installer le bureau définitif de l'Assemblée, il faut que c'est Kabila qui les bloque? Non. Donc, il faut que nous comprenions que les gens que nous avions élus ne travaillent pas pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Leurs pères ont dirigé nos pères.
ils ont dirigé nos parents et ils veulent aussi que leurs enfants nous dirigent. Mais nous, nous disons non. S'ils vont nous tuer pour la vérité, ils vont nous tuer. Parce que nous devons dire la vérité, que ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils devraient faire. Mouindo Zangui, je l'ai dit à tout haut récemment ici, le maire de la ville a pris quelques bandits qui ont tué les gens, sur les gens au niveau de l'entrée président. Il dit que ce sont les éléments de FRDC et de Ouazalendou. Mouindo Zangui arrive à Goma et dit que non, ce sont des éléments qui viennent du Rwanda. Est-ce que vous comprenez cette contradiction? Donc, ils veulent maintenant jouer avec notre psychologie que nous savons. Si tu nous parles du Rwanda, nous serons tiqués, nous serons sensibles, et voilà, il faut toute chose se référer au Rwanda. Non. Voilà, on ne va pas tout terminer aujourd'hui, Ghana Oui. Salvador. Oui. Avec cette actualité africaine, je salue le panafricaniste qui s'organise aujourd'hui à Goma et partout en Afrique, enfin, de restaurer ces valeurs au milieu de l'Afrique. Vous avez parlé d'Ibrahima Traoré, que je salue. Ça n'a pas entendu vraiment, c'est un petit commentaire que je vais mettre là-dessus pour donner un exemple réel et concret à nos dirigeants. Ibrahima Traoré est arrivé au pouvoir. Il a eu le temps de se découdre des chaînes qui prenaient son pays, les Occidentaux. Il a choisi rien que des amis africains. Et aujourd'hui, il est en train d'aller dans le management agricole, afin d'aider son pays à produire beaucoup plus. Parce que l'idéologie, c'est quoi? Quand la population a un ventre plein, tout va bien. Oui. Quelqu'un peut bien réfléchir, quelqu'un ne peut pas menacer le pouvoir, tout le monde pense à la survie et ça va bien donner. Aujourd'hui, on a reçu, mesdames et messieurs, Kana Salvador Patient, comme je vous l'ai dit, c'est un expert environnemental, c'est un homme politique congolais et aussi un humanitaire. Il nous a parlé beaucoup plus de ses pensées sur les effets de la guerre à l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons été heureux de le recevoir. Patient, merci beaucoup d'être passé à la maison. Je sais, ce n'est pas la dernière fois, ou bien ça ne sera pas peut-être une dernière émission dans Zodiac TV RDC. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à placer pour la fin de cette émission, dans 2 secondes ou bien. Merci beaucoup, M. Arsène. Merci beaucoup à Zodiac TV pour l'invitation. Merci beaucoup. Mon dernier message est de dire aux Congolais de se réveiller. Nous devons changer notre façon de voir. Nous devons accepter de verser notre sang pour la patrie. Parce que personne ne viendra nous libérer à part nous-mêmes. Et à la classe politique congolaise de travailler pour le bien-être de son pays, pour le bien-être de sa population. Et non se lier aux accords avec les Occidentaux. Nous avions entendu Benjamin Netanyahu qui est en train de contredire le procureur de la CPI. Il dit que le mandat d'arrêt qu'il a émis contre lui n'a pas d'effet. Mais comment ça soit seulement les dirigeants africains qui doivent s'incliner? Pourquoi ne pas mettre la tête haute et décider de faire ce qui est bien pour la communauté? Donc, j'interpelle la classe politique de faire mieux son travail. La population congolaise, elle est derrière son armée. Nous sommes derrière nos forces de l'ordre. Nous sommes derrière les institutions de la République. Nous voulons certes les changements, mais par voie pacifique. Nous ne voulons pas continuer à verser le sang des Congolais par des balles ou bien des querelles, les coups d'État. Ce qui est sûr, nous voulons le changement de la situation. Nous ne voulons même pas le changement des dirigeants. Nous voulons le changement de la situation. Si la situation peut se changer avec le même régime, avec le même dirigeant, au profit de la population, nous allons acclamer et nous allons apprécier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le changement reste le mot-clé de cette émission, comme ça a été au début. Nous avons été heureux de vous avoir nombreux, chers téléspectateurs de Zodiac Télévision. Ce numéro va continuer. Il a été à la maison aujourd'hui, Kana Salvador Patient. Il est l'homme politique, comme je l'ai dit. Et il nous a donné, il nous a édifié encore tant. Je suis Arsène Mugabo à la présentation. Merci à toute l'équipe, Espoir, Moses, Félix, tout le monde qui était derrière, n'est-ce pas, la technique. Nous disons vraiment merci et nous vous donnons rendez-vous dans nos numéros prochains. Ciao.